Bonjour, dans cet épisode, on traite de Lolita, qui est un film qui parle de pédophilie, donc ceci est un avertissement. Le sujet est difficile pour certaines personnes. Si vous vous sentez mal à l'aise avec ce sujet, bien entendu, n'écoutez pas l'épisode. Pour tous les autres, très bonne écoute. Bienvenue dans Reste une pellicule, le podcast des Timesleep qui réanime les films qui se sont fait démolir, soit en raison de leur échec commercial, soit en raison d'un écueil public catastrophique. Le temps d'un épisode, on les exhume de leur crypte, on leur remet le courant et on voit ensemble si on décide de les sauver ou non. Et vous avez vu le titre, aujourd'hui, le film qu'on réanime, c'est le Lolita de 1997, réalisé par Adrian Lyne. Pour en parler, moi c'est Eric, et petit tour de table des gens qui sont réunis aujourd'hui. Alors tout d'abord, la première personne, elle adore Nabokov et c'est elle qui a choisi le film du jour, c'est Laure. Bonsoir, bonsoir. Alors Laure, cette version-là de Lolita, en un mot, ça t'évoque quoi ? Toboggan. À côté de Laure, il y a Grégoire, il avait très peur quand Laure a choisi le film, et je vois qu'il a toujours très peur. Oui. Grégoire, salut. Coucou. Ok, pour toi, Lolita, en un mot ? Pied. Et enfin, c'est la plus jeune de l'équipe, mais elle est quand même très très loin d'avoir l'âge de Lolita. À côté de Grégoire, on a Manon, et d'ailleurs c'est rare, je m'aperçois que ce soir, on a parité entre hommes et femmes sur un podcast de cinéma, c'est On peut exceptionnel. s'applaudir. Mais oui. Ouais, ça fait très plaisir. Manon, salut. Bonjour. Bonjour. Alors Lolita, pour toi, en un mot, ça t'évoque quoi ? Chewing-gum. Chewing-gum, c'est noté. Oh putain, oui. Alors sinon, on va commencer par mettre un peu de contexte. Le Lolita de 1997, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on dit que ça s'est craché ? Vas-y Laure, on t'écoute. Bien sûr, alors Lolita au départ c'est un roman de Vladimir Nabokov qui a été écrit en 1954 et qui a fait un scandale à sa sortie à cause du sujet, notamment la pédophilie qu'on a mentionné en trigger warning. Eh bien on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun éditeur qui voulait le publier justement. Quelques temps après, il y a eu un film qui a été réalisé par Kubrick et en fait Vladimir Nabokov avait quelques petits soucis avec Kubrick sur la production du film et c'est que seulement à partir de 1990 qu'il y a un réalisateur qui s'appelle Adrian Lyne qui a décidé d'en faire une seconde version. Alors il précise vraiment à plusieurs reprises qu'il ne veut pas faire un remake du Lolita de Kubrick, mais on va voir que ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Le problème qu'il y a eu avec ce film au départ, c'est que déjà la production a été compliquée, il a mis pendant vraiment des années et des années à trouver un distributeur, il n'a pas trouvé de distributeur aux États-Unis et en fait c'est seulement en France qu'il en a trouvé un avec Pathé justement. Et puis la sortie aussi en elle-même a été compliquée, c'est-à-dire qu'il y a eu une première sortie européenne, non pas américaine, en 1997. Ensuite on a eu une sortie américaine en 1998 et puis ensuite une autre sortie en Australie en 1999 qui a fait absolument scandale à sa sortie. Au niveau du budget, ça s'est complètement craché, ça s'est complètement cassé la gueule, c'est-à-dire que Lyne avait demandé un budget absolument faramineux pour son film, à savoir 62 millions de dollars, et le problème c'est qu'il n'est pas du tout rentré dans ses frais parce que le film n'a rapporté que 1 million de dollars, donc ce qui en fait un des échecs les plus importants au box-office mondial. Voilà. Ok, alors c'est pas tout ça, mais un chewing-gum, tes toboggans, et je me souviens plus de ce que t'avais dit, mais c'est pas grave. Lolita, c'est parti. Manon, on t'écoute. Donc, le film s'ouvre sur une scène de voiture assez classique, un peu à la Kubrick. On est en 1950 et on a un personnage au volant qui s'appelle Humbert, qui n'est visiblement pas très bien. Il a du sang sur le visage, sur la main, il a un revolver et la voiture tangue. Ce qui me permet d'ouvrir un compteur de Humbert ne sait pas conduire, qui va revenir pas mal dans le film. Alors on précise, dans la toute première scène, Humbert, il a à peu près 40 ans. Oui. Exactement. Donc il a 40 ans au moment de cette scène. Néanmoins, il y a un flashback qui revient donc en 1921, au moment où le personnage a donc 14 ans, qui nous raconte un petit peu en fait son premier amour et la première femme avec qui il a fait le sexe. Scène qui se passe pas très bien puisque ce premier amour, qui a l'âge du protagoniste, finit par mourir du typhus un mois après ça, ce qui traumatise le personnage. Et c'est la mise en contexte de son enfance, c'est à peu près tout. Et on arrive ensuite en 1947, là où se passe
la plupart du film en fait. Donc le personnage a à peu près 37 ans dans ces cas-là. Et on apprend donc qu'il est devenu prof de lettres. Nous avons une petite scène pareille qui va être pour moi un petit gag récurrent du film, ce que je vais appeler les scènes dogo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de chiens dans ce film. C'est très subtil, n'est-ce pas? Donc, nous avons une petite scène où il est dans une voiture où visiblement il se déplace quelque part et où un chien manque de le tuer par la fenêtre. Je pense que c'était important de le préciser. Et il arrive dans la maison de, rappelez-moi le nom du personnage féminin. Charlotte Hayes. Charlotte Hayes, qui est concrètement la daronne MILF du film. J'ai quand même à préciser, la première scène du film où tu vois du sang et tu sens qu'il y a eu un mort, donc t'as envie de crever. Au bout de 5 minutes de film, il y a un ado qui est mort, j'avais encore plus envie de crever. Et il y a un enchaînement que t'as pas nommé, mais moi qui me fait mourir de rire, parce que je dis, mais en fait tout le monde va crever, qui est que à la base, il doit aller chez son oncle et sa tante, mais la maison a cramé, oui. Et tu comprends que globalement ils sont morts, et il te présente Madame Hayes comme étant une veuve. Et j'ai fait, donc là le film il a pas 10 minutes, il y a 9 morts. Est-ce que c'est ok pour vous? Voilà. Sachant que la Annabelle en question, qui est censée avoir 14 ans, elle a l'air d'en avoir 26 ans. Alors, Ouais, j'ai regardé l'actrice qui est le premier amour. Je crois qu'elle avait 16 ans au moment du tournage, un truc comme ça. Mais on va beaucoup parler des âges parce que forcément, film sur la pédophilie, l'âge des actrices, l'âge des personnages, l'âge des bouquins, ça va être un truc qui va revenir. Donc là, on est à la Nouvelle-Angleterre. Il a 37 ans et il débarque donc chez Charlotte Hayes. Et donc, il explique globalement qu'il a besoin d'un endroit où rester, etc. La Charlotte, elle lui propose très subtilement de rester. Il est content, il a un endroit où écrire, c'est cool. Et là, où est Lolita, puisque c'est quand même le nom du film? Une scène d'introduction absolument formidable où elle est allongée sur l'herbe, en train de lire un livre sous les arrosages automatiques, habillée d'une petite robe bien cliché d'une ado de 14 ans. Alors, petite robe d'été, la meuf a 14 ans et en matière de male gaze, c'est-à-dire qu'elle est allongée dans l'herbe sous l'arrosage avec la robe qui devient transparente à cause du tissu mouillé. Et des fontaines à côté, bien évidemment. Beaucoup d'eau dans ce film. Je veux savoir comment le livre est encore en état. C'est pas un livre. Exactement. C'est pas un livre, c'est genre la version, la version Star Club de l'époque. À la base, la première visite qu'il fait de la maison, il dit, oh, je vais peut-être me barrer du coup. Hein. Oui, parce que la maison est super rococo, alors que lui, c'est un gros intello, et en fait, il juge la maison et la propriétaire comme étant une grosse plouque, et il y a qu'une envie, en fait, c'est de se casser. Ouais. La seule raison pour laquelle, en fait, il décide de rester, c'est justement parce qu'il tombe en arrêt devant Dolores, alias Lolita, mais en fait, Lolita, c'est uniquement la façon dont lui l'appelle, mais son vrai prénom, c'est Dolores. Et d'ailleurs, sur ce plan, il y a un des chants qui commence sur les pieds de Dolores. Alors moi, justement, tu as dit pieds dans l'introduction et j'aimerais te contredire, les jambes. Les pieds, c'est pas tant que ça. Les jambes, les mollets, mon gars. En fait, c'est pas de pieds que j'aurais dû dire, c'est Wikifit. C'est vrai que je l'avais noté, j'avais mis un compteur Wikifit quand j'ai vu le film. C'est vrai que les mollets, c'est un motif qui revient quand même pas mal. Mais oui, j'avais pas ressenti les mollets, effectivement. J'ai vu. Quoi qu'il en soit, on a une scène d'introduction de Lolita qui est quand même assez claire sur le personnage. L'avantage étant que Humbert narre le film, donc on a réellement quand même son point de vue la plupart du temps, et il explique direct que effectivement il est tombé sur le charme, tout ça. Donc lui a 37 ans, Dolores elle a quel âge? Techniquement, elle en a 14. Alors, dans le film, elle est censée avoir 14 ans. On parlera du bouquin plus tard. Et l'actrice, en a 17. Ouais. En fait, elle avait 15 ans au début du tournage. Et comme c'est un tournage qui a duré énormément de temps, à la sortie du film, elle en avait 17. C'est ça. Donc, à la fin du tournage, elle avait presque 17 ans. Ouais. Bon, en tout cas, l'avantage, c'est que, voilà, comme on disait, Dolores, bien qu'elle va sûrement mourir de pneumonie dans les 10 prochaines minutes, elle peut garder les livres totalement secs malgré la pluie autour d'elle. Donc, c'est formidable, les arrosages automatiques. Et comment se rappeler qu'un personnage est jeune, ne pas lui mettre des vêtements appropriés, mais lui mettre des bagues, bien évidemment, parce que comme ça, on sait qu'elle a 14 ans, c'est clair et net. Alors des bagues dentaires, l'appareil dentaire. Oui, pardon. Pas des bagues aux doigts. Hein. Donc, on a une suite de plans, de scènes qui nous montrent que Lolita, elle est jeune, elle est un petit peu quirky, elle fait des trucs d'enfant, voilà, ça renforce un petit peu l'idée. Mais néanmoins, c'est quand même des plans extrêmement sexualisés sans pour autant rentrer dans le jugement tout de suite, c'est purement descriptif ce que je fais. J'aimerais commencer un autre compteur, qui est le compteur Chewing Gum. Voilà, parce qu'on a directement un premier plan, une de leurs premières interactions dans laquelle elle va prendre un chewing-gum, le mettre sur les papiers qu'il est en train d'écrire et se mettre sur ses genoux de manière pas du tout
Pas du tout sexualisé. De la même façon, il y a quelques scènes avant où, par exemple, elle est en train de manger de la glace agenouillée devant le frigo, où elle s'en fout partout, ça dégouline, elle a les jambes écartées, on voit sa culotte. Et elle boit du lait, elle a une petite moustache de lait. Ouais, c'est ça. Mais carrément, mais tous les moments, tous les plans qui sont en rapport avec la nourriture et qui sont en rapport avec le sexe, mais il y en a tellement. Ah tu non, sais, mais quand c'est- elle met On sur ses reparlera doigts les de la différentes... banane. Oui, et puis sur ses doigts, les différents les framboises. Comme une petite fille, en même temps, elle les mange de manière hyper suggestive. Oui. Oui. Non, moi j'aimerais noter quelque chose par rapport à l'esthétique générale du film. Rien que le style de la maison, je l'ai trouvé assez cool pour le coup, et même les costumes qui sont, qu'importe ce qu'ils veulent dire, assez chouettes. Est-ce que tu as un king spécifique sur les robes et les coupes de cheveux de ce genre de mood, Laure? Ah oui, je vois à quoi tu fais référence. En fait, moi, ce qui m'a gênée avec les costumes, c'est qu'ils sont pas du tout d'époque et que si tu compares ça notamment au film de Kubrick, où là, ça correspond beaucoup plus à ce qu'une jeune fille pouvait mettre dans les années 40, pour le coup, là, non, pas du tout. Il y a quand même, elle met tout un tas de crop top et tout ça, mais tu mettais pas du tout ça en 1947, enfin. C'est vrai qu'ils disent que ça se passe en 47. L'image te donne l'impression que ça se passe dans les années 60-70, quoi. Et surtout la façon dont elle s'habille. Parce que pour lui, il est quand même. Ouais, très, lui, il a quand même Oui, bien. puis Charlotte Hayes aussi, la façon dont elle est habillée, c'est quand même assez fidèle à la réalité historique, donc ça va. Mais elle, clairement, il y a un problème, quoi. Ouais. Donc, s'ensuit à partir de là pas mal de plans donc, du fonctionnement dans la maison de cette nouvelle cohabitation. Il la met à fond, entre autres quand elle va aux toilettes, t'as une petite scène comme ça très très sympathique. Ah putain, oui, oh vache, non. Disons que la narration explique effectivement que de plus en plus il est enclin à regarder. Il raconte d'ailleurs en voix off que la plupart des hommes, tu vois, quand tu leur présentes des adolescentes, ils vont être plutôt attirés par des adolescentes un peu plantureuses, mais le vrai artiste, tu vois, lui, il va être attiré parce qu'il appelle une nymphette, autrement dit, une jeune fille qui est encore Petite prépubère. nympho, hein. C'est ça, exactement. Ouais. Ça, c'est un passage dans le roman, en fait, Ouais, qui est c'est ça. hyper long et hyper Et détaillé. il y a beaucoup de voix off, en fait, dans le film qui nous permettent de rentrer dans la tête d'Humbert Humbert. Ouais. Donc il dit soit un fou, soit un artiste. Mais, Tout à fait, ouais. mais effectivement, c'est la façon dont il se décrit lui-même. Donc à ce moment-là du film, on voit Lolita comme étant, comme lui faisant quand même énormément d'avance. Lui, il a des... C'est pas forcément clair. C'est-à-dire que pour le moment, on la voit qui fait des trucs qui sont sexy aux yeux d'Humbert Humbert, mais qui sont pas forcément sexy en dehors du regard de la caméra et du regard du mec. D'autant plus qu'on est sur une narration qui est purement subjective puisque lui raconte sa propre histoire. Ouais. Donc à partir de là, on ne sait évidemment pas si c'est réellement ça qui s'est passé, mais on n'a plus vraiment de doute quant à ce qui va se passer quand il prend effectivement le chewing-gum qu'elle pose sur son cahier de notes pour le prendre lui-même. C'était dégueulasse, à l'aide. Donc s'ensuit pareillement une petite succession de plans, de pieds, de jambes et autre chose de notre chère Dolores. Et on voit quand même que la mère, elle, flirtouille un petit peu avec Humbert, donc on se doute qu'il va y avoir quelque chose de ce côté-là. Je tiens à préciser quelque chose. J'ai dû, malheureusement pour cet enregistrement, voir le film en 1,5 et on voit Lolita danser plusieurs fois dans le film. Les scènes de danse en 1,5, elles sont absolument magiques. Je vous conseille de les regarder. Je l'ai vu tout à l'heure et oui, j'approuve clairement. C'est vraiment pas mal. Mais bon, le problème, c'est que Dolores, c'est quand même une ado qui se rebelle, qui est dans un contexte familial qui est compliqué. Le père est donc mort. Et elle n'arrête pas de se foutre sur la gueule avec la mère. À un moment, c'en est trop. La mère l'envoie en pensionnat. Elle annonce qu'elle va la mettre en pensionnat. Ouais, c'est pas clair du tout dans le film, alors que en fait, c'est assez clair dans le bouquin. C'est-à-dire qu'elle va en colonie de vacances, vraiment. Mais dans le film, on comprend pas très bien si c'est une colonie, un Dans le film, en fait, il se balade. La mère annonce que à la rentrée, elle va la mettre en pensionnat, mais pendant l'été, elle la met en camp de vacances. Ouais, c'est ça. Donc c'est d'abord camp de vacances et ensuite pensionnat. C'est ce que la mère a prévu pour sa fille. Il y a aussi la scène au moment où ils arrivent du camp de vacances, avant le camp de vacances, pardon, où il est en train de bosser la nuit et il allume la radio et dans la microseconde, elle est à la porte. Et je dis, mais attends, c'est la gamine la plus lente du monde quand il faut ranger sa chambre ou quoi que ce soit. Par contre, t'as à peine allumé la radio, elle est déjà en train de se plaindre qu'il y a trop de bruit. J'étais mort de rire. Parce que le film est lent, tu vois. Mais alors cette scène, elle est beaucoup J'ai eu vraiment rapide. la même réaction, sauf que moi, j'ai pas pensé que c'était la radio. J'ai cru que c'était la machine à écrire qui l'avait réveillée. Ouais. Et donc, ça m'a tellement fait rire. J'ai eu exactement le même commentaire. Alors, si c'est la machine à écrire, alors faut qu'ils arrêtent de dormir les deux avec, genre,
les chambres ouvertes, hein, parce que c'est-à-dire que le mec, juste, il la mate d'or. Oui, en fait, c'est cohérent. Donc du coup, effectivement, Lolita part donc en camp de vacances, pas directement en pensionnat, vous avez raison. Ça crie, il y a des larmes, elle a pas envie, ouais. Elle a pas envie de partir, elle finit par aller dans la voiture et nous avons donc notre cher stalker qui l'observe de la fenêtre et là, Lolita, dramatiquement, sort de la voiture, court dans l'escalier, on a un grand plan de elle qui court pour le retrouver, elle lui saute dans les bras et il se pécho. Formidable. C'est-à-dire que vraiment, c'est Lolita à 14 ans qui visiblement, c'était pas clair jusqu'ici, mais a eu un énorme crush sur Humbert, et littéralement, elle lui saute dessus vraiment en koala. Voilà, en mode koala avec les jambes autour de lui, et c'est elle qui vient directement lui rouler une énorme galoche bien goulue, quoi. Alors moi à ce moment-là j'ai mis sur pause, j'ai fait un 1 qui a dû réveiller tout mon immeuble et il m'a pris, je me suis levé, j'ai pris 5 minutes en mode qu'est-ce qui vient de c'est le film du cringe, il y a pas mal de moments où je fallait crier dans un oreiller, c'est arrivé plusieurs fois. Non mais la scène est prévisible parce qu'on connaît ce que c'est, Lolita et tout, mais je t'avoue que en fait oui, elle est prévisible, mais moi j'ai pas compris. Mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais déjà vu le film, j'avais complètement zappé, et genre je crois que je l'ai vu à la télé. Comme il est sorti en 97, je pense que j'ai dû le voir au début des années 2000 et je m'en souvenais à moitié. Alors, je tiens à préciser que moi, avant tout ça, la seule chose que j'avais vue sur Lolita, c'était la chanson d'Alizée et je m'en tenais très bien. Non, oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait le tour, mais moi, j'avais lu le bouquin et j'avais lu le film de Kubrick aussi. Ah oui, il y a longtemps. d'accord. Et le film, pareil, comme Eric, je l'avais déjà vu. Et en fait, je pense que la version que tu nous as donnée, c'est une uncut. Parce que quand je l'ai vu pour la première fois, il y a des scènes dont je me souvenais qui, quand j'ai revu le film, je me suis dit, mais c'est bizarre, il n'y a pas ça, ou il n'y a pas ça. Et il y a notamment une scène où, quand tout ce passage entre la soi-disant séduction entre Humbert et Lolita, où en fait, elle lui donne à manger comme ça du bacon. C'est-à-dire qu'elle lui amène son plateau avec le petit déjeuner et elle lui donne du bacon à manger qui va gober comme ça. Dans sa main. Donc il y a une version encore plus dégueu que celle qu'on a vue. Je crois. Le film dure déjà 2h30. Si oui, il y a déjà 2h30. Ah oui, mais t'as un sacré montage en fait qui a été imposé. Ah oui. Et alors du coup, je suis sûr que peut-être tu avais déjà vu quelque chose sur Lolita, toi ? Je ne savais rien du film avant de l'ouvrir. Ok, d'accord. Parce que du coup, moi, c'était un premier visionnage et il y a vraiment des scènes. Je pense que la version uncut, c'est des scènes de cringe qui ont été enlevées. Parce que pour tout dire, à un moment je le dirais, à un moment j'ai dû m'arrêter, j'ai dit je veux plus continuer aujourd'hui. Bon, ok. Il y a quand même des vraies scènes de cul, y compris dans la version qu'on a, quoi. Ah ouais. Et j'aurais des choses à dire là-dessus d'ailleurs. Okay. Elle lui a sauté dessus et c'est elle, de son initiative, qui va lui rouler une énorme pelle. Lors du départ de Lolita en camp de vacances, Humbert est seul dans la maison puisque la mère est en week-end. Et lors d'une petite fouille de vêtements du placard de Dolores, Humbert se fait apporter une lettre de la part de la domestique, je crois, qui est une lettre de Charlotte directement adressée à lui, qui lui explique qu'elle est tombée amoureuse de lui, qu'elle a envie de faire sa vie avec lui visiblement, et que si ce n'est pas le cas, ce serait bien qu'il s'en aille. Il accepte cette proposition et se marie 2 semaines plus tard. Alors oui, moi j'ai une question. Ils se sont rencontrés il y a combien de temps en fait ? Oui, quelques mois je crois. Hein. Ouais, ça fait un moment qu'il est là. Normalement, il devait juste passer les vacances d'été chez elle. Enfin, au début du film, il précise qu'il a 1 mois avant de commencer sa rentrée et qu'il veut juste aller dans 1 mois pour bosser quelque part. Alors, on ne sait pas exactement si c'est 1 mois ou si c'est quelques mois, mais en gros c'est entre 1 et 6 mois, quoi. Dans tous les cas, c'est une durée assez courte, mais après, dès la première scène, on voit quand même que la Charlotte elle a faim et qu'elle a bien envie, quoi. Ouais, alors moi je suis bugué sur pourquoi il l'a épousée. Lolita, Dolores, tout ouais, ça. Mais en fait, c'est ça, mais au début, j'avais pas compris. Par pur opportunisme. Ah oui, c'est par pur opportunisme. Oui. On voit ça dès la scène suivante. Ouais. Oui, littéralement. Donc, un mariage finalement très très sain, vraiment, qu'est-ce qui peut se passer de mal ? Donc, on voit un petit peu que ça se passe, mais que c'est assez plat, et que surtout, Humbert, il a pas du tout envie. On en est au point où il va chez son pharmacien pour demander des somnifères pour que Charlotte ne veuille pas coucher avec lui. Une sorte de contre-viol, finalement. C'est ça. Formidable. Et là, c'est le drame. Donc, il faut savoir que notre cher prof de français est aussi écrivain et que non seulement il tape des trucs sur sa machine à écrire, mais il a également un carnet perso dans lequel il écrit un petit peu toutes ses pensées, une sorte de journal, je suppose, qui suit un petit peu la narration que nous, public, on peut entendre. Et Charlotte tombe sur ces notes-là et elle tombe des nues, elle ne veut plus le voir, elle le vire de chez lui, elle est totalement folle de rage. Elle commence à écrire des petites notes pendant que lui essaie un petit peu de la calmer en allant lui préparer un verre. Il quitte la pièce et là il reçoit un coup de téléphone du voisin, je présume, lui expliquant que votre femme a essayé de se suicider.
Il fait comment ça, ce n'est pas possible. Il retourne dans la pièce, on a effectivement la cigarette de Charlotte qui est dans le cendrier, elle a disparu. Il va dans la rue et Charlotte s'est fait renverser par une voiture. Il découvre qu'elle s'est fait renverser, il a un peu du mal, il la trouve donc sous la voiture, elle est morte sur le coup et il se trouve qu'elle avait 2 lettres en main qu'elle s'apprêtait de poster, qu'elle n'a pas pu poster. Il prend donc les lettres et va les brûler instantanément sans les avoir lues. C'est-à-dire que c'était des lettres que la mère s'apprêtait à écrire à Dolores, puisque sur l'enveloppe, on voit qu'elle écrivait à Dolores pour la prévenir qu'en fait, Humbert était fou d'elle et qu'il était présent dans la maison uniquement pour coucher avec la gamine. Et donc, pour la suite du film, Humbert, du coup, se retrouve seul avec Dolores, même si Dolores est en camp de vacances, puisque sa jeune femme vient tout juste de mourir. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va directement dans la chambre de Lolita et il prépare une valise pour Lolita pour aller récupérer Lolita dans son camp de vacances. Donc, quand il prend Lolita dans son camp de vacances, d'abord, il y a le voyage en voiture où il fait croire à Lolita que sa mère est seulement malade. Lolita est extrêmement détendue, c'est-à-dire qu'elle commence déjà par se changer devant lui en étant quasiment sans l'air, même si elle se met de dos par rapport à lui. Et ensuite, elle lui réclame un baiser, tout simplement pour lui dire on s'est embrassé quand on s'est quitté, là tu m'as même pas fait de baiser, en mode un peu boudeur. Donc vraiment, là c'est Lolita qui vient directement séduire Humbert. Après ça, ils arrivent à l'hôtel. Humbert avait réservé une chambre avec 2 lits simples, mais quel dommage, cette chambre n'est plus disponible, ils vont être obligés de dormir dans une chambre avec juste un lit double. C'est vraiment pas du tout quelque chose qui va intéresser Humbert. Pendant qu'ils sont dans le hall, Lolita va rencontrer un homme mystérieux dont on ne voit pas le visage et dont on va découvrir plus tard qui s'appelle Clark Kilty. On va y revenir très régulièrement. Donc. Est-ce qu'on peut préciser comment elle le rencontre ? Ouais, elle est par terre, assise à 4 pattes. À côté d'un chien. Voilà, elle dit bonjour à son chien en jouant avec lui. Et elle est cambrée, elle n'est pas juste à 4 pattes, elle est cambrée. Oui. Exactement, et donc ils échangent quelques mots, on sent que le mec est intéressé par la gamine, mais avant ça, ils remontent dans la chambre, ensuite ils descendent au resto, et là en fait quand ils sont au resto, t'as plus l'impression de voir un couple que de voir potentiellement un père avec sa fille de 14 ans. Et même elle le dit, de toute façon, elle dit j'ai l'impression qu'on est entre adultes, etc. C'est ça, et même elle joue sur la sexualisation d'elle-même, c'est-à-dire qu'à un moment par exemple, par jeu, elle se fait un espèce de soutien-gorge avec sa serviette de table pour mettre en avant sa poitrine. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ils remontent tous les deux dans la chambre. Humbert lui dit « Je vais te laisser pour que tu puisses te changer et te coucher. Endors-toi, je te rejoindrai plus tard. » Et là, Lolita, plus exactement Dolores, a très envie de lui faire des confidences pour lui raconter qu'elle a fait ce qu'elle raconte comme étant des choses dégoûtantes au camp, etc. Humbert va sortir, il va la laisser se changer et se mettre au lit. Et donc Humbert redescend en bas d'hôtel, il se sent extrêmement coupable de ce qui va se passer ensuite parce qu'il sait très bien qu'il va se passer des choses. Et c'est là qu'il va rencontrer Claire Quilty, avec lequel il va échanger quelques mots. Est-ce que je peux t'interrompre 2 minutes si on peut un tout petit peu détailler la scène de quand il le rencontre justement, parce qu'il y a ce truc avec les insectes que je n'ai pas compris l'intérêt de cette scène en fait tout court. Avec Quilty ? Oui. Ouais. Il y a tout un plan sur les sortes d'attrape-insectes qui électrifient les trucs. Donc ils expliquent qu'on est en juillet, il fait chaud, d'accord. Il y a des sortes de plans contre plans. Genre, ils essaient de rendre la scène presque fantastique. Pour moi, il y a des scènes, ça correspond plus ou moins aux espèces de crises de panique d'Humbert. Et c'est ce dialogue avec ce mec qui l'emmerde et qui l'intéresse absolument pas, et en même temps le crissement des moustiques qui se font griller, qui sont perçus comme étant extrêmement agressifs pour lui. Et donc il y a un montage extrêmement serré et très désagréable, avec des plans très resserrés pour montrer qu'il est pas bien, il est méga en stress, parce qu'il se pose des questions sur la chose suivante, et aussi par ce mec qui l'intéresse absolument pas, et qui à ce moment-là en tout cas est super relou. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi le fait où je pense où c'est une métaphore de la captivité avec les insectes qui sont dans cette espèce de lampe qui ressemble à une cage. T'as ça, t'as tout aussi le jeu sur la lumière et l'ombre qui est dans cette scène, où en plus la façon dont il parle avec Quilty, à ce moment-là en fait on ne sait pas encore que c'est Quilty, et d'ailleurs dans le roman on ne le sait pas très bien non plus. C'est un personnage qui va vraiment agir dans l'ombre, qui va rester caché, et je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette scène, c'est qu'il s'exprime seulement par jeu de mots. C'est-à-dire qu'il va y avoir, il va dire quelque chose qui est extrêmement suggestif par rapport à la situation qui est en train de se passer avec Dolores. Et là, il va y avoir Humbert qui va dire, enfin, attendez, pardon, vous pouvez répéter, j'ai pas très bien compris. Et là, il va répéter ce qu'il dit, mais avec un autre jeu de mots ou avec d'autres mots qui sont utilisés et qui ressemblent aux mots phonétiquement aux mots qui sont utilisés précédemment. C'est-à-dire que comme
il se sent super coupable, il a l'impression que tout le monde est au courant de son secret. Exactement. Et donc, à chaque fois, il comprend mal ce que disent les gens en pensant que les autres personnes ont déjà compris la situation, alors qu'en fait, a priori, pas du tout. Même si on verra que pour le cas de Quilty, c'est pas vraiment le cas. C'est pour ça que je voulais m'attarder sur cette scène, parce qu'on a quand même pas mal de scènes de folie, du coup, qui vont aller graduellement dans le film, et c'était bien de les... Ouais, de crise de stress, etc. C'est vrai que moi, c'est une des scènes qui m'a le plus plu dans le film, parce que, je sais pas, j'ai trouvé très bien réalisé. Et je sais pas, c'est vrai que moi, les insectes, je les ai plus vus comme des bruits qui le dérangent, enfin effectivement un ajout sur tout ce qui le dérange, tout ce qui le stresse, tout ce qui l'angoisse, plus le mec vraiment flippant à côté. Avant, il y a aussi un truc sur lequel j'aimerais revenir, parce que ça a quand même bien marqué. À un moment, avant qu'elle aille se coucher dans la chambre d'hôtel, ils discutent un peu, et elle le vanne un peu en disant que ce qu'ils font, le fait qu'ils soient ensemble, ça s'appelle de l'inceste. Oui, Ce qui m'a fait exactement. Et pour moi, c'est important de le dire, c'est que elle sait ce qui se passe. Oui. Lui, il sait ce qui se passe. Ils savent tous les deux très bien ce qu'ils font. Oui, c'est une relation qui est très mutuelle à ce moment-là. Elle est pas du tout genre naïve, je ne comprends pas de ce qui se passe dans ma vie, je découvre un peu. Non, elle est montrée comme étant délurée. D'ailleurs, quand elle revient sur ce qui s'est passé à la colonie de vacances, en fait, elle dit avec le garçon là qui s'appelle Charlie, elle dit j'ai été incroyablement infidèle par rapport à toi. J'aimerais revenir un tout petit peu sur la scène de la voiture également. En fait, là, on a encore une fois Dolores qui agit de manière totalement gamine et qui démarre un jeu de gifles qui est un autre compteur que j'ai mis... Donc t'as pas regardé un film, toi, t'as fait des comptes? J'ai fait des comptes. Non, j'ai fait des comptes parce que je me doutais que ce rapport de force avec les gifles allait s'inverser, et c'est exactement ce qui se passe. En fait, elle prend ça un petit peu trop comme un jeu et donc se permet d'être assez presque dominante avec lui, alors que c'est simplement, je suppose, un mécanisme de défense très simple pour les victimes de ce genre de moment. Et dans la voiture, il y a quand même vraiment tout un moment comme ça. On a quand même un flic qui s'arrête pour des raisons qui sont pas du tout liées à ça, mais on a quand même Humbert qui flippe bien quand le flic s'arrête, et elle le ridiculise un petit peu devant en se mettant sur lui et en faisant des trucs à la con, des trucs de gamine en fait. Et ça, c'est vraiment un truc qu'elle fait à chaque fois, et plus on avance dans le film, moins elle va le faire. Ouais. Et t'as pris aussi le compteur appareil dentaire, parce que ça c'est pas mal aussi dans le genre. Hein. Il y en a que 5, donc du coup tu vois, j'avais pensé qu'il y en a. Bien sûr. J'avais pensé qu'il y en avait beaucoup plus. Ouais, moi, l'appareil dentaire, à chaque fois, je donne. Et donc Humbert remonte dans la chambre. On a un plan sur Dolores qui est en train de dormir et qui se tord dans son lit, en train de dormir, limite en poussant des petits cris. Et encore une fois, la gamine dans son lit est sexualisée dans la façon de la montrer, qui se tord sous les draps. C'est assez impressionnant. Elle est maquillée aussi, genre parfaitement maquillée. Oui, Parce que tout le monde dort maquillé, Manon, voyons. Voilà, tout à fait. Mais malgré tout, Humbert se glisse sous les draps à côté d'elle et il réussit par s'endormir. Au réveil, je vais vous la faire courte, mais ils se réveillent du coup l'un à côté de l'autre, et c'est bel et bien Dolores qui initie un rapport sexuel avec lui. Donc c'est elle qui vient l'embrasser. Elle commence par lui raconter qu'elle a eu une première expérience sexuelle dans son camp de vacances avec un garçon qui s'appelle Charlie. Et c'est elle-même, en fait, qui va d'abord embrasser Humbert et ensuite qui va venir lui enlever son pantalon de pyjama. Ensuite, il y a un fondu au noir, mais on voit clairement que c'est ici Dolores qui initie le premier rapport sexuel entre eux. On coupe, on passe à un plan dans la voiture où Dolores a juste un énorme suçon dans le cou. Je sais pas si vous avez remarqué ça. J'avais pas du tout vu. Ouais, moi, pas du tout, non. Excellent. Justement, moi, Enfin, non, pas excellent, mais... Justement, c'est genre... tu vois, le fondu en noir, tu comprends qu'il y a une scène de sexe. Tu vois le fondu, là, j'ai fait... Enfin, tu vois le suçon, je fais bon, là, je me suis... Mais justement, moi, je n'étais pas convaincue que c'était une scène de... Enfin, évidemment, c'est une scène avec des rapports sexuels, mais je pensais simplement qu'elle allait le sucer, on peut pas le dire différemment. Et après, quand ils en discutent, effectivement, là, j'ai compris pleinement que oui, ils avaient fait le sexe, mais vu qu'il y avait le fondu, je pensais qu'ils avaient un peu fait exprès de laisser le doute. Non, en voix, pas que ça allait si il vite, raconte que c'était même pas qu'elle avait même déjà couché avec un autre homme et que c'était même pas son premier amant. Donc visiblement, non, il y a eu rapport sexuel complet apparaît. Puis la scène d'après, quand même, elle dit qu'elle devrait appeler la police parce qu'il l'a violée. Hein. Oui. Donc, Putain, mais en mode c'est une blague, t'as vu? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, leur façon de chamailler, en fait, c'est pour le faire flipper. Elle s'amuse à le faire flipper parce que pour elle, c'est encore un jeu, en lui disant je pourrais peut-être te dénoncer à la police parce que je sais que c'est pas bien et je sais que je pourrais facilement faire passer ça pour un viol. Et ensuite, suite à cette super blague, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de lui révéler. Et au fait,
ta mère est morte. Parce que curieusement, il a préféré pas lui dire immédiatement, histoire de pouvoir se la taper pendant la première nuit, parce que sinon elle était pas d'humeur. Cela dit, on pourrait croire que le fait que sa mère soit morte, d'un seul coup, ça mettrait un énorme stop. Absolument pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Scène suivante, ils sont à l'hôtel. Effectivement, Dolores est en train de pleurer parce qu'elle vient d'apprendre que sa mère est morte. Et donc, comme sa mère est morte, faut aussi se rendre compte dans quelle position elle est. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de famille. Ce mec, c'est devenu sa seule famille. C'est devenu littéralement son père adoptif, puisque, en tout cas, on n'a pas entendu parler ni d'oncle, ni de... elle l'appelle papa, hein. Et donc, elle l'appelle papa. Et donc, ça veut dire qu'elle ne peut pas partir parce que c'est une enfant de 14 ans et que c'est le seul adulte qu'elle connaît qui peut s'occuper d'elle. Donc, elle ne peut pas s'enfuir, elle n'a aucun point de fuite. Et donc, juste après ça... Ma trigger dans cette scène, c'est que c'est la première scène où j'ai fait « Oh, enfin une adolescente qui a un comportement normal. » Oui, c'est ça. C'est vrai, effectivement. Elle pleure. Puis, 2 secondes plus tard, vas-y. Puis, 2 secondes plus tard, alors qu'elle est en train de pleurer, voix off, et on apprend de la part de Humbert que même si elle vient tout juste d'apprendre que sa mère est morte, et qu'on la voit complètement dévastée sur son lit en train de pleurer, et ils ont eu quand même un rapport sexuel juste après, un deuxième, et que c'était super tendre, ou je sais plus trop quoi, je sais plus comment. Oui, il décrit ça comme une belle nuit d'amour, je crois, une connerie. Il décrit ça aussi comme quelque chose où elle n'a pas le choix. Hein. La réplique en anglais, c'est « She had absolutely nowhere to go ». Ouais. Et moi, ça, c'est vraiment une des répliques et une des citations du livre, en fait, qui m'a le plus marqué quand j'ai lu le bouquin et quand j'ai vu le film après. Donc, à partir de là, il décide de partir en road trip, c'est-à-dire que Humbert doit emmener Dolores dans le pensionnat où elle est censée aller, mais il décide volontairement de prendre plein de détours pour prolonger le road trip. Donc il y a plein de scènes en voiture où ils vont se faire des chamailleries. Il va y avoir des jeux de mots entre les deux. Par exemple, à un moment, il y a une histoire de Magic Finger où c'est Humbert qui va lui dire « Hey, les Magic Finger, est-ce que ce serait pas mes fingers à moi quand je te donne du plaisir ?» Non, mais c'est le lit vibromasseur, ça aussi, faudra... Ah ouais. Parce que c'est ça le truc. Oui, parce que cette scène, elle arrive après le truc des Magic Fingers. En fait, Magic Finger, c'est le nom du lit qui effectivement vibre, mais il faut aussi la blague pour dire le lit qui vibre, effectivement, ça te permet d'avoir une scène encore hyper sexualisée où on voit la gamine sur le lit qui vibre. Bon, voilà, mais ça lui dit, à un moment, il dit clairement, est-ce que les Magic Fingers, c'est pas un peu moi, chérie ? Bon, d'ailleurs, scène de road trip, ça va laisser place à mes compteurs qui augmentent. Humbert et les voitures, je pense que là, on est bien à 4 facile. Et les chewing-gums... Voilà. Et en voix off, il raconte que pendant tout ce road trip, même si il ressent un sentiment de culpabilité, il se sent au paradis. Pourquoi ? Parce que ça lui permet enfin de vivre l'idylle dont il rêvait avec Dolores depuis des mois et des mois. Il exprime quand même de la culpabilité. C'est pas non plus si fluide, je trouve. Il raconte en fait que malgré sa culpabilité, pour lui, il se sent au paradis. Ça oui, mais il avoue qu'il a un problème. Oui. C'est quand même un truc il est conscient constant dans la narration. Depuis le tout début, il est parfaitement au courant du fait que ce qu'il fait est problématique. Il n'y a aucun des deux qui sont naïfs. Et ensuite, on termine avec une dernière scène pour cette partie-là, où elle est en train de lire une bande dessinée, alors que lui est sur un rocking chair, et elle vient sur lui, et on les voit tout simplement en train de faire l'amour, pendant qu'elle est en train de lire sa BD. Et là, clairement, en fait, on va plus loin dans le détail du rapport sexuel, où on la voit en grosso modo prendre son pied et prendre du plaisir. Ce qui était pas trop le cas auparavant. Il y avait plutôt des fondus au noir, des trucs comme ça se passait plutôt hors champ. Là, clairement, ça se passe en gros plan, c'est clairement montré au spectateur. Alors justement, je tiens à revenir dessus, étant donné qu'on va parler de plusieurs scènes de sexe, qu'on en a déjà parlé, mais que là, ça arrive de plus en plus. Au niveau de la production du film, c'est à peu près le seul truc que j'ai regardé, parce que ça me perturbe quand c'est pas le cas. Il y a eu vraiment tout un check vis-à-vis du fait que les acteurs ne se touchent jamais. Il y avait toujours un coussin entre eux, et si vous remarquez bien, dans les scènes de sexe un petit peu plus longues, explicites, ils ne sont jamais sur le même plan. C'est toujours une doublure. D'accord. Leur visage est jamais le même, et en fait j'ai remarqué ça parce que l'actrice qui joue Dolores est quand même très très maigre, j'ai trouvé. Ah, sa doublure c'est pas le cas, hein, et sa doublure c'est pas le cas, et pour le coup ils ont vraiment toujours fait en sorte qu'on ne voit jamais de visage. Okay. Ils ont fait le tournage était extrêmement clean. Ok, au niveau du tournage, ok, mais en tout cas au niveau de ce qu'on donne à voir aux spectateurs, ça, bien sûr, mais c'est déjà bien savoir que la gamine n'est pas traumatisée du tournage, tu vois, je me dis, bon... Non, bien sûr. Mais alors, on est d'accord que les scènes de baiser, il n'y a pas de doublure ? Justement, si tu remarques, il y a jamais... Il y a un petit doute, on a étudié beaucoup les scènes pour vérifier. Je suis pas allé aussi. Si, justement, parce que c'est vraiment un truc où je fais vraiment gaffe. Et au niveau des baisers, je pense que le premier, ça...
En fait, il y avait toujours un témoin dans les scènes de manière générale pour vérifier de toute façon que ça n'allait pas plus loin, si contact il devait y avoir. Mais même les scènes de baiser, on a des doutes. Ok. Donc en tout cas, dans ce qui se passe à l'intérieur du film, là, clairement, c'est un des rapports sexuels qu'ils ont ensemble. Scène suivante, ils arrivent enfin à l'école. Je vous passe un peu l'installation de Dolores dans l'école. Ce qui va se passer, la scène la plus importante suivante, c'est que à l'intérieur de l'école, elle souhaite absolument participer à une pièce de théâtre. Et il y a une scène entre Humbert et Dolores. Et Dolores réclame deux choses. En même temps, une augmentation de son argent de poche. Elle veut passer de $1 à $2. Et en même temps, l'autorisation de participer à cette pièce de théâtre, sachant qu'Humbert, au début, refuse. Et donc là, il va y avoir le début d'un truc horrible dans la suite du film, c'est-à-dire la monétisation des rapports sexuels. C'est-à-dire que, littéralement, Dolores va venir caresser l'entrejambe d'Humbert, d'abord avec son pied et ensuite directement avec sa main. Elle va venir lui caresser la cuisse pour venir négocier financièrement avec lui le fait de pouvoir avoir une augmentation de son argent de poche et le fait de pouvoir participer à cette pièce de théâtre. Et d'ailleurs, la pièce de théâtre, ça c'est assez furtif. C'est vraiment une scène qui dure quelques secondes, même pas. Mais tu sais, t'as vu qui on voit dans l'ombre qui apparaît ? Mais ils le disent, non ? Alors je sais plus si c'est dit ou pas, mais en tout cas, t'as vraiment un plan sur lui où en fait on voit. Oui, si, t'as raison. Ils le disent. Ils disent, mais c'est lui, c'est le dramaturge de la pièce, c'est Claire Coulty. C'est Claire Coulty qui est en réalité le personnage qu'on a vu au tout début et qui va revenir en fait tout au long du film. Donc c'est l'auteur de la pièce de théâtre de Dolores et c'est comme ça qu'il la rencontre. Ouais. Scène suivante, de nouveau, on les voit coucher ensemble. Cette fois-ci, ils sont complètement nus, mais en voix off, il y a plus de précision et on voit carrément des pièces et de l'argent à l'écran. Et il raconte en réalité que désormais, Dolores a de moins en moins souvent naturellement envie de coucher avec lui et que de plus en plus, il est obligé de monnayer avec elle les rapports sexuels. Autrement dit, elle exige de l'argent pour accepter de coucher avec lui. Ouais, c'est une des scènes les plus dures du film, je trouve. Quand tu la vois sous une espèce de pluie de pièces, là, comme ça, où ils sont elle est en train de se débattre, en fait. Ah non, mais c'est horrible. Elle est atroce, cette scène. On parle d'inceste, de prostitution infantile, enfin, c'est... Oui. Non, mais le sujet, de toute façon, n'est pas simple à traiter, c'est évident, et la scène est... Surtout quand tu la regardes plusieurs fois pour vérifier que c'est bien des doublures. Ah ouais, moi non, je peux dire que personnellement j'ai regardé le film une seule fois en prenant des notes, en étant soigneux pour pas être obligé de revoir le film plusieurs fois, mais vraiment tout à fait compréhensible. Sachant que la doublure c'était quand même une exigence de la production, hein. Au départ, Adrian Lyne, je cite, le gars il disait non mais vraiment on veut une actrice super jeune parce que c'est beaucoup plus facile de faire tourner des scènes comme ça avec elle. Okay. C'était le projet. Alors moi, j'avais lu qu'à la base, ils avaient fait des castings avec des actrices plus âgées, mais que ça convenait pas au réalisateur qui a dit non, mais il faudrait vraiment qu'elle soit mineure, ça serait mieux. Ouais, tu vois, c'est ça. Bon, déjà, ils ont pris une actrice qui était un peu plus âgée que l'âge du personnage dans le film. Une scène qui m'a un peu fait rire et aussi tiquer, qui est la scène où il se retrouve devant l'abbé et la proviseure. Merci. De l'école. C'est incroyable. Je voulais en parler. Il y en a deux. Ouais, il y en a deux, mais il y a la première où il va inscrire la fille Dolores à l'école, et qui celle-là est assez courte, et bon, ils expliquent que bon, bah voilà. C'est plus une mise en situation pour faire comprendre que oui, Dolores rentre à l'école. Ouais. Exactement. Moi, celle qui m'intéresse plus, c'est la deuxième, où la proviseure a donc convoqué j'arrive pas. Humbert. Je propose qu'on écorche son nom pour tout le reste du podcast. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas deux fois, on a prononcé deux fois le même prénom. Donc moi, j'adore ça. Qui va le convoquer en disant, bah voilà, il y a des cours de sexualité et on a un problème par rapport à Dolores, par rapport à ces cours-là. Donc lui... il se noie. Il se liquéfie. Alors, c'est pas exactement ça, parce qu'il me semble qu'elle ne mentionne pas la sexualité au début. Elle dit simplement il y a un problème vis-à-vis de Dolores, et du coup, il se chie dessus tout le reste de la scène, et ensuite, il explique que c'est par rapport au cours d'éducation sexuelle. J'ai d'ailleurs noté un et Jeremy Irons, il joue super bien. Ouais. Il est génial, par contre. J'ai noté un super faux raccord sur cette scène, où vraiment, ils sont en train de bouffer des petits gâteaux et boire du thé, et elle dit on a un problème avec Dolores, et genre, il se liquéfie et pose les gâteaux. Chance sur la proviseure qui dit je sais plus quoi, et tu vois, il se reliquifie et repose encore plus le gâteau qu'il venait de poser. Il a posé le gâteau. On avait repris, il a changé d'avis. Genre vraiment, en 2 secondes, il a posé, il l'a repris, il l'a reposé. Genre l'angoisse, quoi. Et donc. Compensation émotionnelle. Il mange, c'est pour ça. Je comprends de ouf. Et du coup, en fait, oui, c'est ça, il lui explique que les cours de sexualité, ça ne l'intéresse pas. Et lui de répondre je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. Elle est entre de bonnes mains. Elle est entre de bonnes mains, putain. Ouais, cool. La bonne nouvelle.
La scène suivante, c'est une énorme scène de dispute entre Dolores et Humbert. Pourquoi ? Parce que Humbert devient de plus en plus jaloux par rapport à Dolores. Il la soupçonne entre autres de sécher ses cours de piano pour éventuellement, je sais pas, aller voir ailleurs, essayer de s'enfuir. C'est pas très clair. Et ce qui va se passer, c'est que le ton monte. Il va réclamer à Dolores qu'elle lui rende tout l'argent qu'il lui a donné jusqu'ici. Pourquoi ? Tout simplement parce que il est mort de trouille qu'elle utilise l'argent qu'elle a économisé tout simplement pour pouvoir se casser. Donc qu'est-ce que fait Dolores ? Elle lui répond « ouais, mais cet argent, je l'ai gagné. Comment est-ce qu'elle l'a gagné ? C'est dégueulasse, mais on a tous compris. » Donc il répond à cette réplique tout simplement en la giflant. C'est la première fois qu'il est violent avec elle. Et ensuite, ça va être horrible, c'est-à-dire qu'elle va lui répondre « Tue-moi, vas-y, tue-moi comme tu as tué ma mère. » Et en fait, elle l'accuse tout simplement d'avoir tué sa mère. Et là, en fait, elle fond en larmes. L'actrice joue extrêmement bien. Elle s'enfuit dans la rue, à vélo, sous la pluie, et Humbert lui court après. Ce qui va se passer, c'est que Humbert finit malgré tout par la retrouver. Elle s'est réfugiée dans un café. Il va la retrouver dans le café. Ils vont discuter. Curieusement, en réalité, ce qui va se passer, c'est que Dolores va un peu magiquement s'être calmée alors qu'elle était complètement en larmes dans un état qui était absolument horrible. Alors magiquement, je suis pas d'accord, étant donné qu'elle, quand il arrive au café et qu'il l'aperçoit, elle est en train de téléphoner à quelqu'un, elle a l'air calmée au téléphone. C'est magiquement du point de vue d'Humbert, en fait, que je voulais dire. Donc on comprend pas trop pourquoi, même si on s'aperçoit qu'elle a pas un coup de fil, mais alors qu'elle était en train de pleurer comme une fontaine, là d'un seul coup, elle s'est calmée quand Humbert arrive, même si effectivement elle était au téléphone. Et ensemble, ils vont commencer à discuter. Ils vont même réussir à se réconcilier. Et simplement, en même temps qu'ils se réconcilient dans ce café et qu'ils sortent du café pour revenir à l'appartement, elle va réclamer « Ok, pas de souci, on se réconcilie, mais par contre, je veux quitter mon école et je veux qu'on parte faire ensemble un nouveau road trip. » Et donc, tout tranquillement, comme ça, ils vont rentrer en poussant la bicyclette jusqu'à l'appartement. Et quand ils remontent dans l'appartement, en haut des escaliers, c'est directement Dolores qui va se déshabiller pour initier un nouveau rapport sexuel volontaire de sa part avec lui. Oui. Ok, et donc on est parti pour la dernière partie du film avec le deuxième road trip. Et la spécificité de ce deuxième road trip, c'est que ça va être Dolores qui va elle-même choisir les destinations. Et au bout d'un certain moment, Humbert va se rendre compte qu'ils sont suivis. Et à ce moment-là, il commence à vachement flipper. Et d'ailleurs, il y a une phrase très très bizarre, mais qui est aussi dans le livre, où il dit « Oh, mais je sais pas qui c'est, mais c'est sûrement un de mes oncles, mon oncle Gustave, qui est en train de nous poursuivre. » Et donc, ce qu'il va commencer à faire, c'est que comme il se rend compte que la personne qui les poursuit va changer régulièrement de voiture, en fait, il va relever les plaques d'immatriculation. Parce qu'il croit que c'est un détective qui est en train de les poursuivre. Et en fait, il flippe par rapport à sa relation avec Dolores. Alors, il y a un moment où Dolores va parler avec cet homme en question, ce qui va faire énormément flipper Humbert. Et Humbert va lui demander de quoi cet homme parlait en question. Elle va lui mentir. Et c'est à ce moment-là où il va se rendre compte que le pneu de leur propre voiture est crevé en plein milieu de la forêt. Il va apercevoir l'autre voiture qui va se rapprocher dangereusement de eux. Et c'est à ce moment-là où Lolita va essayer de s'enfuir au volant de la propre voiture de Humbert. Et en fait, il va aussi remarquer qu'elle a jeté les feuilles des calepins où il avait noté toutes les plaques d'immatriculation. Et là, s'ensuit une scène qui est assez dure pendant le film, où il va la gifler, elle va pleurer, et puis il va la consoler. Ils vont aller s'installer dans un hôtel où il va remarquer qu'elle est sortie une fois de plus, où elle va une fois de plus lui mentir lorsque ils vont voir la voiture qui est garée juste devant, et ça va s'en suivre une autre scène de sexe entre eux. Alors, cette scène de sexe, elle est absolument horrible, parce qu'en fait, il est horrible. Il est en pleine crise de jalousie, et il lui dit dis-moi ce que t'as fait, dis-moi ce que t'as fait, tout en la pénétrant. Enfin, vraiment, c'est... Au début, moi, j'ai même pas compris que c'était une scène de sexe, et j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et ce qui est dans la façon de filmer... En fait, il se met sur elle, il la pousse, il la déshabille, elle essaie un peu de se débattre, après elle l'embrasse, il y a le rouge à lèvres de partout, enfin, c'est très, en plus de très graphique, en fait. En plus de ça, il lui rend ses baisers en même temps, enfin, c'est... J'avoue qu'à ce moment-là du film, je me faisais vraiment violence pour continuer. Ah non, mais oui. Et tu vois, genre, je le regardais sur mon PC, j'avais un autre écran, et je sais que je me rendais compte que parfois je regardais plus l'écran où il y avait rien
que l'écran, il y avait le film. Alors, Non, c'est Et une je scène assez dirais que j'avais de compliquée. super fonds d'écran. on y reviendra à la fin, mais moi je me suis fait violence à partir du moment où on voit déjà Dolores sous le jet d'eau au début. Hein. Personnellement, c'était oui, déjà, non, mais bien sûr. j'étais déjà là, je veux arrêter. Bien sûr, mais tu vois, mais plus ça avançait dans le film, moi je regardais l'écran sur lequel il y avait le film, tu vois. D'accord. Puis c'est vraiment le moment du film où c'est très perturbant parce qu'on a full le point de vue de Humbert et Dolores est présentée comme une femme fatale. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui dit presque texto juste à ce moment-là. Mais- Donc, juste après ça, il y a Excuse-moi, une... d'ailleurs, je sais pas si Ouais. tu l'as dit, mais t'as dit qu'elle est sortie, mais on devine globalement ce qu'elle a fait, tu l'as dit ou pas? Non, on sait pas trop, Alors- en fait. Enfin, on s'imagine qu'elle est en train de parler avec l'homme en question. Alors moi, je pense pas qu'ils ont parlé. Je pense qu'elle a pépon. Hein, je vais pas te mentir. Elle a un Ouais, rouge. Elle a Ouais. vraiment son Ah oui, teint c'est vrai. extrêmement Oui, smut. t'as raison. Donc, Oui. Oui. Et donc, c'est vraiment le moment où Humbert va devenir complètement parano. Il y a une scène juste après ça, on ne sait pas trop si c'est un cauchemar, si c'est un rêve, si c'est un délire, qui est filmé complètement de biais, où lui... ouais, la il se- réalisation de cette scène, elle est Ah ouais, particulière. non, c'est la Ah, réalisation, je vais c'est tirer juste... Je le- devienne fou. c'est assez horrible. Et, L'image est complètement déformé, il y a oui. un cadre qui est débulé, etc. Et il se retrouve auprès de figures vaguement humanoïdes qui portent des masques. On dirait Mais ils ont presque tous... des flics Ouais. mais Playmobil genre. Oui, c'est exactement, c'est Des exactement gilets ça. jaunes. Alors, Comme vous préférez, mais. soit j'ai pas vu cette scène, soit je l'ai consciencieusement enlevé de ma. Bon, j'ai aucun souvenir de ça. Bon, après, Ah, normalement, bah, c'est une si, scène hein. de cauchemar. Oui, voilà, en elle est gros, on sent assez, que elle est c'est assez pas bien. brève, hein, mais pour le coup, c'est. Mais je crois que mon cerveau a supprimé des bouts du film de ma tête. C'est hein. rigolo que ce soit celle-là qu'elle ait supprimée. Oui. C'est vraiment le moment où l'image change. C'est bien ce qui m'embête, mais pourtant, tu vois, je l'ai vu hier le film. Enfin, vraiment, Et donc, dans son délire, Humbert va commencer à chercher son revolver qu'il va trouver. Scène suivante, Dolores est malade. Il va l'emmener à l'hôpital parce que visiblement, c'est assez sérieux. Et en fait, quand il revient la chercher, il a un appel et il apprend qu'elle est partie avec son soi-disant oncle. Et on apprend que l'oncle est passé la prendre avec son petit chien et sa Cadillac. Oui, voilà, c'est ça. Donc, oh là là, on se demande vraiment qui c'est. Qui cela peut-il bien être? Ce qu'il faut savoir quand même jusque-là, on ne sait pas. On sait juste que c'est un mec avec un chien qui clope. C'est l'homme à la cigarette d'X-Files. C'est exactement ça. Humbert arrive à l'hôpital en plein délire. Il cherche Dolores, elle n'est pas là. Et il se met à taper tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à la rechercher un petit peu partout en suivant les étapes du road trip dans lesquelles ils sont allés. Et il va aussi aller vérifier sur les registres les noms. Et c'est là où, en fait, Quilty, il va justement se foutre un peu de sa gueule parce qu'il va ajouter plein de noms, de jeux de mots, etc., etc. Tu voulais dire un truc, Eric? Ouais, il y a aussi un petit truc dans l'hôpital, c'est qu'il est complètement en panique au point que les infirmiers commencent à appeler les flics et en fait ça fait flipper, tout simplement parce qu'il veut pas qu'on puisse comprendre ce qu'il a fait jusqu'ici avec Dolores et donc ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il va être obligé d'essayer de retrouver Quilty, mais uniquement par ses propres moyens, il ne peut pas demander à la police de l'aider. Donc, c'est Exactement. Et donc du coup il commence à les suivre dans les motels en essayant de voir ah bah tiens ils ont changé de nom mais je reconnais l'écriture du mec parce que Genre vraiment, il stalk tous les registres, il vire les clients de l'hôtel en mode attendez, je regarde le truc et tout. Ouais, Ouais, c'est ça, ridicule. c'est ça. Et puis finalement, il la trouve pas. Et donc, il va retourner à Beardsley pour aller enseigner. Et là, on a une ellipse. Et c'est 3 ans plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe 3 ans plus tard ? Humbert va recevoir une lettre de Dolores Hayes. Et c'est là où je trouve ça assez intéressant, notamment, je sais, on a dit, il ne faut pas trop comparer avec les œuvres précédentes, mais dans l'œuvre précédente de Kubrick, quand il y a la lettre de Dolores Hayes, c'est elle qu'on entend en voix off, et là, ça va être lui. Ce qui est aussi, ce qui prouve bien qu'ils ont vraiment voulu privilégier son point de vue et de montrer à quel point c'est un narrateur qui est non fiable. Et qu'est-ce qu'elle fait dans cette lettre ? Elle va lui demander de l'argent. Donc, il va se rendre chez elle et elle va se rendre... Alors, on apprend aussi simplement qu'elle a refait sa vie avec quelqu'un d'autre, qu'elle est enceinte et qu'effectivement, elle est dans la dèche. Et Oui. également, avant d'aller chez elle, il y a une scène où il s'entraîne à tirer sur un pull. il s'entraîne au pistolet pour flinguer en fait le mari de Dolores. C'est ça. Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Et moi, ça m'a marqué parce que je dis, frérot, ça fait 3 ans quand même. Hein. Ah oui, mais bon... Il a une obsession un peu, le monsieur. Ah ouais, je sais pas si t'as remarqué. Non, un peu, mais j'étais énervé. Quoi. Donc Humbert arrive chez Dolores. Exactement. Et il lui demande si son mari en question, c'est Quilty. Elle lui répond que c'est absolument pas ça. Et elle lui demande de surtout pas dire à son mari en question de parler de leur relation, la relation qu'ils ont eue ensemble, elle et lui. Et
elle va effectivement faire la révélation finale qu'il y a dans cette dernière partie, à savoir que Quilty, c'était effectivement l'homme qui les suivait, en disant que même si elle a été sa proie, en fait, elle refusait de faire tout ce qu'il voulait faire avec d'autres enfants. Voilà, c'est super, c'est très sympathique. Ce qu'il faut savoir aussi, moi, de ce que j'ai compris en tout cas, c'est qu'en fait, Quilty, effectivement, il filmait énormément de vidéos et de contenus pédopornographiques. Par contre, il n'agissait jamais et il va même révéler plus tard qu'il était impuissant, je sais pas quoi. Enfin, il va commencer à donner une flopée d'excuses. Mais elle avait une obsession avec lui qui visiblement n'était pas. C'est ça. Ouais, elle disait elle dit qu'elle était folle amoureuse de lui et que c'était le seul mec dont elle a été véritablement folle amoureuse. C'est ça. Coup dur pour le narrateur. Et ensuite, pour comprendre ce qui s'est passé à Dolores, en fait, elle raconte que, justement, comme Dolores refusait de tourner dans les films pédopornographiques, Quilty l'a jetée à ce moment-là et que c'est comme ça qu'elle s'est trouvée ensuite toute seule et qu'elle a fini mariée par un gars qui est plus ou moins handicapé et qui était revenu handicapé de la Deuxième Guerre mondiale. Humbert propose à Dolores de s'enfuir avec lui et il lui donne son argent. Alors elle est très contente et il y a une réplique qui moi m'a beaucoup marquée. En fait, c'est justement à la fin de cette scène quand il lui demande mais est-ce que tu pourras un jour me pardonner de ce que j'ai fait ? Et en fait, elle répond pas. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, on va passer ensuite à une autre scène, c'est-à-dire que Humbert va se rendre dans le manoir de Quilty pour pouvoir le mettre à mort. Et donc, Humbert arrive chez Quilty et là, avec son flingue, du coup, ouais. avec son flingue. Et donc, là, on voit Quilty qui est assis dans son fauteuil en train de manger sa clope à demi. Et surtout, il est en peignoir, il est à poil dans son peignoir. Oui. Il est absolument pas impressionné, même quand Humbert sort son flingue. Non, zéro réaction. Si bien que Humbert lui dit mais tu sais que tu vas mourir là en fait, je vais te tuer activement. Il lui dit là genre oui. Bon. Oui, et puis et en fait il s'en fout un peu. En vrai non, il y a quand même un moment où il essaie de se défendre, le flingue tombe et il se bat pour le seul moment en fait où il commence un peu à s'activer, c'est quand littéralement Humbert lui tire dessus. C'est-à-dire que Humbert tire juste à côté de lui. Et enfin, seulement, il commence à se lever, il se jette sur Humbert, il y a une baston, le flingue tombe par terre, et qu'il récupère le flingue. C'est aussi parce que Humbert est pas très doué et qu'il est tellement fébrile et tout ça qu'il est incapable de tirer droit et de viser juste. La scène est montée de façon ridicule, c'est-à-dire que la baston entre les mecs, c'est vraiment pas du tout une scène un peu héroïque de baston entre deux personnages virils. Non, c'est plus la scène de combat entre les deux mecs à la fin de Bridget Jones, tu vois, c'est un truc à peu près aussi c'est ridicule vraiment que ça. Oui, il y a un... C'est pas faux. Et je vous jure, en 1,5, c'est encore plus drôle. Oui, c'est possible. Et donc, course-poursuite dans la maison de Quilty. Voilà, jusqu'à ce qu'il est en train d'agoniser plein de sang dans son lit et il meurt. Et scène suivante, on voit Humbert qui est en train d'être arrêté par la police dans une course-poursuite de voiture, encore une fois. Et là, ça va faire un flashback avec tout ce qui se passait au début du film. En fait, voilà, on revient à notre point de départ. Ouais, on revient au point de départ. J'ai quand même à noter, on parle beaucoup de la mort complètement foirée dans Batman. Marion Cotillard. Voilà, on parle beaucoup de la mort de Marion Cotillard complètement foirée. La longueur de la mort de Quilty qui se prend 8 balles dans le corps. Mais je pense que c'est volontaire. Oui, là c'est clairement volontaire. Parce que le fait qu'il remonte dans son lit, etc., il y a un côté parallèle. Enfin, la narration n'est pas fiable. Non, mais ouais, c'est-à-dire que littéralement, au milieu de la course-poursuite, le mec, il y a un mec qui lui a déjà tiré dessus, qui a un flingue. Le mec s'assoit au piano pour jouer du piano. Ensuite, il se prend des balles dans le dos. Il continue à quatre pattes pour aller se réfugier dans son lit. C'est comme dans American Psycho, en fait. T'es pas sûr réellement de est-ce que c'est ça qui s'est passé ou pas. Tout ce qu'on sait, à la fin, c'est qu'il a son flingue dans la main, du sang sur le visage. Ça se trouve, il a même pas buté. On ne sait pas, techniquement. Et Si ça se trouve, l'autre est seulement blessé, il est même pas mort. On n'est même pas complètement sûr. Ça, c'est vrai. Donc, Humbert est arrêté. Il marche dans un champ dans la campagne. Et là, il entend des cris d'enfants dans un village qui est juste en contrebas. Et c'est absolument pas crédible parce que le village est beaucoup trop loin. Et à ce moment-là, on a le générique de fin avec des inscriptions qui nous révèlent que à la fois Humbert, mais aussi Dolores, ils sont morts tous les deux. Lui, il est mort en prison et elle, quand elle a donné naissance à son bébé. Et voilà. La même année et avec quelques mois d'écart. Donc tous les deux sont morts en 1950. C'est ça. C'est-à-dire que oui, voilà, c'est expliqué vraiment sur un écran noir juste avec du texte, mais ils sont tous les deux morts en gros 2 ou 3 mois plus tard.
gens, c'était Lolita, donc on va pouvoir discuter ensemble maintenant de la mission de ce podcast, à savoir est-ce qu'on décide ou pas de sauver Lolita, mais d'abord on va pouvoir échanger un peu sur ce que vous pensez du film, de l'adaptation, tout ça. Laure, par rapport au bouquin par exemple, qu'est-ce que t'en penses ? Par rapport au bouquin, en fait, je comprends ce qu'a voulu faire le réalisateur, c'est-à-dire que il a voulu, contrairement au film de Kubrick, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit, être beaucoup plus proche et être beaucoup plus fidèle à la narration du bouquin. Néanmoins, moi, je trouve que Lolita est quand même beaucoup trop présentée comme une femme fatale, qu'il y a des scènes qui sont quand même hyper problématiques, qu'il n'y avait pas du tout dans le film de Kubrick, justement, et des scènes qui, même si elles ne sont pas hyper graphiques en tant que telles, en fait, ça va vraiment jouer énormément sur l'imagination du spectateur, ce que Kubrick n'avait pas pu faire non plus. Et en fait, je trouve que Humbert est beaucoup trop présenté comme une figure tragique qui a presque une certaine rédemption en fait à la fin. Donc moi c'est ça qui m'a vraiment gênée. Et puis après sur le film et la réalisation en tant que telle, j'ai trouvé ça quand même, enfin j'avais l'impression de voir un épisode limite des Feux de l'amour quoi. Moi, il y a un point sur lequel je veux revenir, c'est l'énorme différence en fait entre le livre et le film, en tout cas cette version-là. C'est la façon dont Lolita est représentée. Et ça, c'est vraiment un truc dans le langage courant. Quand on parle d'une Lolita, c'est une petite fille qui est séductrice et qui va séduire les adultes. Et là, il y a un point qui est hyper important, c'est que Nabokov lui-même a parlé justement de la figure de Lolita, donc l'auteur du livre. Et on va vous passer un petit extrait d'une interview qui a eu lieu en 1975, où c'était sur l'émission Apostrophe avec Bernard Pivot. Et Bernard Pivot, justement, raconte à quel point Lolita, c'est une petite fille un peu perverse qui vient séduire les adultes. On écoute ça. Nabokov, c'est Lolita. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu agacé à la fin par le succès de Lolita qui a été si considérable qu'on risque de penser que vous êtes le père d'une seule petite fille un peu perverse? Eh bien, Lolita n'est pas une jeune fille perverse. C'est une pauvre enfant que l'on débauche et dont les sens ne s'éveillent jamais sous les caresses de l'immonde Monsieur Humbert. Humbert. Oui, à qui elle demande une fois, est-ce qu'on va toujours vivre comme ça en faisant toutes sortes de choses dégoûtantes dans des lits d'Aubert? Et il est assez intéressant de se pencher sur le problème de la dégradation inepte que le personnage de la nymphette que j'ai inventé en 1955 a subi dans l'esprit du gros public. Non seulement la perversité de cette pauvre enfant a été grotesquement exagérée, mais son aspect physique, son âge, tout a été modifié. En réalité, Lolita, je le répète, est une fillette de 12 ans, tandis que M. Humbert est un homme mûr. Et c'est l'abîme entre son âge et celui de la fillette qui produit le vide. C'est l'imagination du triste satyre qui fait une créature magique de cette petite écolière américaine, aussi banale et normale dans son genre que le poète manqué Humbert est dans le sien. En dehors du regard maniaque de M. Humbert, il n'y a pas de nymphette. Lolita, la nymphette, n'existe qu'à travers la hantise qui détruit Humbert. Et voici un aspect essentiel d'un livre singulier qui a été faussé par une popularité factice. Donc, je trouve que l'extrait est super parce que ça montre vraiment à quel point c'était absolument pas l'intention de Nabokov de mettre en place cette figure de la Lolita qui a été ensuite incroyablement sexualisée. Il y a par exemple la chanson écrite par Mylène Farmer, Moi Lolita, qui est super connue, que probablement tout le monde a en tête. Alizée, pardon, excuse-moi. Si, c'est écrite par Mylène Farmer, oui. parce que Alizée, c'est sa filleule. C'est ça.
Incroyable. Ouais. Je veux une version Et quand on regarde les clips, déjà Alizée avait 16 ans, elle a pas ni 12 ans ni 14 ans comme dans le film, Lolita est censée avoir 12 ans, et en plus de ça, elle est filmée de façon extrêmement sexy. Maintenant, ce qu'on appelle une Lolita, en gros, dans la tête du grand public, c'est une adolescente de 16 ans qui va séduire des mecs de 35 ans, quoi. Et ça correspond absolument pas, en fait, à l'ambition du bouquin. Bah, surtout que, en vrai, 99% du temps, c'est des mecs de 35 ans qui vont draguer des gamines de 16 ans, surtout, quoi. Et vraiment, je trouve que l'échec du film, c'est justement de sexualiser à ce point Lolita et de montrer à quel point est-ce qu'elle initie les rapports sexuels. Dans le bouquin, elle ne le fait jamais. Non. Jamais. Et t'as pas ça dans le film de Kubrick non plus, d'ailleurs. Jamais. Et pour moi, c'est vraiment... je veux pas me monopoliser la parole, mais c'est vraiment le truc qui est pervers, c'est que dans ce film, le film, il est pas honnête sur l'âge de Lolita pour que ça passe mieux. Et sans savoir 12 ans, on va dire qu'elle a 14 et on va utiliser une actrice qui a 2 ans de plus parce que ça passe un peu mieux que si on montre vraiment une gamine qui a 14 ans ou encore pire, 12 ans. Et c'est une lycéenne dans le film de Lime. Ouais, c'est vrai. Elle est au collège. Il dit au collège, mais elle fait lycéenne. Oui, elle fait lycéenne, oui. Mais au collège des filles, ouais. Et aussi, ce que je trouve dégueulasse, c'est que le film est super pervers sur la sexualisation de l'héroïne. C'est-à-dire qu'en même temps, on condamne la pédophilie, et en même temps, on est quand même là pour montrer aux spectateurs qui ont envie de se rincer l'œil ce qu'il a envie de voir. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu comme les émissions hyper racoleuses, genre Bernard de la Villardière, où on te promettait attention, Thaïlande, prostitution, etc. C'est pas bien, mais pour que le spectateur puisse se rincer les yeux avec des histoires de prostituées, etc. Le film Lolita, cette version-là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que effectivement, Humber, il est présenté comme étant amoral, etc. Clairement, il est condamné à la fin, et tout le monde dit qu'il est pas gentil. Mais en même temps, il y a plein de scènes où tu vois Lolita qui est en train de l'aguicher, qui est en train de prendre son pied. Et en fait, on est juste sur la queue de tous les films post-Basic Instinct, qui était le cinéma américain des années 90, qui était hyper sexualisé, parce que ça faisait vendre. Et on va utiliser la figure controversée de Lolita pour sexualiser une meuf qui a 15 ans en faisant semblant de condamner le truc, mais en réalité pour appâter le chaland. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment dégueulasse, quoi. Et puis, c'est un peu cohérent avec la filmographie du réalisateur. C'est exactement ce que j'allais dire. Avec Liaison fatale, Proposition indécente, il a quand même une grosse obsession sur le sexe, ce monsieur. Ouais, alors moi, j'ai pas vu les autres films qu'il a fait. Par contre, ce que j'ai lu, c'est que globalement, t'as 2-3 films où c'est des très jeunes filles qui sont très très sexualisées, quoi. Ouais, et il y a d'ailleurs sur le tournage, à un moment, il y a Dimitri Nabokov, qui est le fils de Vladimir, qui a été invité à être là. Et en fait, apparemment, le gars s'est barré en étant hyper choqué et tout ça, parce qu'il a assisté aux scènes de sexe. Mais même s'il y avait une forme de coaching, un coussin et tout ça, apparemment, le réalisateur était là en disant vas-y, c'est super, vas-y plus loin, montre-nous un bout de sein et tout ça. Ouais, bonne ambiance. Ouais, génial. Cool. Tout ça, ça participe aussi, pour ceux qui ont lu le livre est assez impressionnant, parce que alors que le sujet du film, du livre, c'est qu'on va vous mettre dans la tête d'un pédophile, le sujet est absolument horrible, mais Nabokov réussit à écrire avec énormément de pudeur, ce qui fait que curieusement, alors que le sujet est absolument horrible, le livre est pas si dérangeant que ça. Parce que, justement, c'est jamais décrit de façon crue, jamais on voit Lolita être à l'initiative, et il y a toujours une forme de distance, en particulier dans les scènes de sexe, qui font que le lecteur, généralement, après ça dépend un peu du ressenti, etc., mais la plupart des gens qui lisent le livre disent, curieusement, on n'est pas tant mal à l'aise que ça en lisant le livre. Et là, par contre, en regardant le film, c'est absolument horrible, quoi. C'est le cringe, mais c'est vraiment dur, quoi. Ouais. Ah oui, c'est ce que je disais, j'ai eu peur quand on m'a annoncé le film, j'ai eu peur le moment où j'ai regardé le film, et j'ai passé un très très mauvais moment. À la fin du livre, on n'est pas avec Humber, tu vois, on est contre lui, parce que on sait ce qu'il a fait, c'est mal, il finit en prison, ça finit par un procès. Là, j'ai l'impression que le but de cette fin, c'est d'être empathique envers lui. J'ai pas envie d'être empathique envers ce mec. La fin qui rassemble les deux, le texte les rassemble beaucoup, et ça, j'ai trouvé ça très dommage. Et ça me... Ouais. La fin où il regarde depuis la montagne le village, t'as l'impression que, il s'en va apaisé, puis les deux, ils meurent. Et en fait, t'as pas
t'as pas de procès, t'as pas de prison, il se fait Après, arrêter, mais il se fait même pas attraper par la police. Enfin, Il dit plusieurs fois dans la narration, mais pareil, c'est vraiment des allusions très très ténues au livre. Il s'adresse aux membres du jury. Et alors surtout, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est parce que pourquoi ils ont décidé de privilégier les citations où il s'adresse aux femmes du jury. Il dit dame du jury à plusieurs reprises, alors que dans le livre, il prend à partie souvent les dames et les messieurs, parfois les dames, mais c'est extrêmement rare, alors qu'ils ont décidé de privilégier ça dans la version du film de Lime, justement. J'avais même pas compris que les voix off, c'était censé lui qui témoignait face à un jury. Si, c'est ouais, ça. Vraiment pas clair. c'est là où C'est j'ai pas cherché clair, du mais ça contexte, peut- parce que je donne, mais pourquoi il dit les gens du jury, Ouais. bordel? Et ça, ils en parlent pas. Pour moi, il s'adressait aux spectateurs, tu vois, c'est un peu je brise le quatrième mur pour m'adresser directement Ouais. aux spectateurs. Bah, ça peut être une double entente Ouais, aussi. c'est ça. hein. Ouais. Mais il y a aussi le facteur lors de la production, il y a énormément de scènes qui ont été coupées parce qu'ils ont fait non, mais vas-y, là, c'est pas possible. C'était too Et much. pourtant, ce qu'on a vu, c'est déjà too much. C'est déjà. Non, alors ça, je suis désolée, non. Franchement, des films avec des scènes absolument horribles, qu'importe les raisons, il y en a 12 milliards. Rien que cette année ou l'année dernière, on a eu Le Consentement qui est sorti quand même. Je sais pas si vous avez vu ce film. Non, j'ai pas eu envie, moi. Bah pour le coup, le film, moi je le trouve absolument brillant, mais par contre, pour énoncer cette idée, et qui est pour le coup beaucoup mieux réussi dans Le Consentement, je suis d'accord, qui est très fidèle au bouquin là, que j'avais lu avant d'y aller, on a des scènes mais absolument affreuses, qui sont très graphiques, et là, la gamine a vraiment 14 ans au niveau de l'acting, et c'était très compliqué. Et je pense que des fois, pour faire passer un message, tu dois le faire. Par contre, est-ce que le bon message est passé ? Pas du tout. Voilà. Moi, ce que j'ai compris, c'est un message tout à fait différent. Là, tout ce que j'apprends du bouquin, je l'apprends en live dans le podcast. Et effectivement, ça doit être une très mauvaise adaptation. Là, de ce que j'entends, c'est très mal fait. Pour Ouais, résumer, le réalisateur a fait le film avec la main dans le slip et Nabokov avait pas la main dans son slip quand il a écrit. Et justement, ça me donne très envie de lire le bouquin et je pense que je le ferai très très volontiers. Par contre, moi, en tant que je regarde un film, qu'est-ce qui se passe dans le film ? En fait, je vois un personnage qui a conscience que la pédophilie, c'est une maladie, qui ne fait pas quoi que ce soit pour la traiter, mais pour le coup, qui est clairement conscience qu'il est malade. Et on a un personnage d'une gamine, qu'importe son âge, qui dans tous les cas est mineur, qui a un contexte familial totalement brisé. On ne lui a jamais rien appris au niveau de comment se défendre, de ses valeurs, etc. On est dans les années 50, donc la condition des femmes à ce moment-là, voilà, c'était pas non plus incroyable. Elle a une relation avec sa mère qui est brisée et qui va être totalement interrompue par un autre traumatisme, la mort, etc. Et des gamines comme ça, malheureusement, qui grandissent dans ces conditions et qui terminent très très mal, il y en a beaucoup. Et en fait, je trouve que ça raconte cette histoire-là, ça raconte l'histoire de deux personnages qui sont totalement flingués mentalement et qui, du coup, en fait, entretiennent une relation qui est absolument horrible, qui les brise tous les deux, mais pour des raisons tout à fait différentes. Et en fait, j'ai trouvé que cette histoire-là, elle est pas si mal racontée, en fait. Parce que la narration est biaisée. Pourquoi il y a des scènes incohérentes ? Pourquoi Lolita, elle est sursexualisée ? Parce que c'est la vision du personnage qui est totalement fucked up. Et ça, c'est pas si mal fait pour moi. Ouais, mais par exemple, quand sa mère est encore vivante, le fait que ce soit elle qui va l'embrasser la première fois en lui sautant dessus façon koala quand elle apprend qu'elle va être emmenée en camp de vacances, là pour le moment, à ce moment-là, c'est juste une adolescente qui est en crush sur un mec plus âgé et c'est une invention du film. Ça n'existe pas Ça dans le n'existe bouquin. pas dans le livre, du coup. Non. Pour montrer juste que, ah ouais, quand même, les gamines qui aiment les mecs plus âgés. Ça, par contre, franchement, je dis pas que le Réa avait les intentions Ah ouais, que c'est- moi j'en interprète, mais je pense que c'est une façon de l'interpréter. En tout cas, c'est vraiment, malheureusement, encore une fois, ça existe des gamines comme ça. Enfin, pour le coup, je bosse avec des gamins et c'est con, mais le Ah non, côté mais- crush sur les plus vieux avec des allusions et des trucs comme ça, il y en a tous les jours. Et c'est absolument horrible. Et bien évidemment, un personnage sain aurait fait « Oula, PTDR, tu fais quoi ?» et l'aurait viré, comme n'importe qui de sain pourrait faire. C'est pas le cas dans le film à cause du personnage, mais ça manque pas tant de réalisme que ça, en fait. D'ailleurs, j'en ai repensé, mais cette scène où elle lui saute dessus, t'as quand même un petit zoom sur le fait que il y a ses hanches qui se collent Oui. contre les hanches de. Oui, il y a de vraiment- Meurtre. Ouais. Et t'as vraiment juste zoom et je suis Non, mais c'est. ça sert à rien de le préciser, frérot. Enfin, vraiment, c'est trop. La caméra est super lubrique, hein, en gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un autre truc sur la pédophilie maladive du personnage, dans le film, bon, j'ai un peu déconné avec les compteurs de oh là là, il conduit mal, il y a des chiens, tout ça, mais bon, les chiens, je pense que le parallèle est assez rapidement fait. Par contre, il y a énormément de plans où il y a des enfants
dans le fond, mais très visuellement là, présent, c'est pas juste des figures en arrière-plan. Et en fait, il y a vraiment ce côté où quand tu as donc une obsession qui est malsaine, d'un point de vue clinique, tu vois ça partout en fait. Et c'est rigolo parce que toutes les parties de narration que vous avez citées pendant le résumé, je les ai entendues aussi, mais c'est pas le truc qui m'a marqué parce que je regardais vraiment qu'est-ce qui relève de sa condition de maladie mentale. En vérité, je pense que vous avez raison, mais je trouve que le film, au niveau de sa réa, etc., bien qu'il soit sûrement un peu lent, parce que bon, je l'ai vu en 1,5, donc là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de juger le rythme, mais le mood années 50, à part ses tenues à elle, est plutôt pas mal. La musique, bon, bah, c'est Ennio Morricone, donc si vous dites que la musique, elle est pas bien, je casse les micros. Et ensuite, c'est bien, tu nous laisses le choix d'argumenter, c'est exactement. Cool. Et ensuite, non, je trouvais le film assez agréable à regarder, pas au niveau du contenu évidemment, mais visuellement, je l'ai trouvé très agréable. Je pense que le fait que tu l'aies regardé en 1,5 aide. J'avais pas le temps. Juste que je pense que ça aide, parce qu'en vrai, il y a des scènes qui sont longues. Ouais, c'est très lent. Il y a des scènes qui sont beaucoup trop rapides à contrario. Encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, la scène où il allume la radio et puis elle arrive dans la microseconde, tu fais, mais attends, là, le film depuis tout à l'heure, il prend. Ah bah dis-toi qu'on a accéléré, elle pop vraiment. Mais c'est ça, enfin, vraiment. Non, puis il y a une esthétique qui est aussi ultra kitsch dans le film. C'est pour ça que j'ai un peu comparé ça au Feu de l'amour. Mais alors, bizarrement, c'est pas un film qui... alors, ça a été un four commercial, mais les critiques ont pas été si mauvaises. Hein. Je crois que c'est 70% sur Rotten Tomatoes. Ouais, c'est ça. Sur Metacritic, c'est 46 sur 100. Et sur Allociné, c'est 3,2 sur 5. Ouais, c'est pas mal. Franchement, j'étais étonnée. Hein. Ouais. Moi, ça m'intéresserait sinon d'avoir la même histoire, mais racontée du point de vue de Lolita, ça pourrait être cool. Ouais. Oui, ça aurait été bien. Limite, un duo aurait été pas mal pour super montrer. intéressant. Ouais. Bah, en fait, pour montrer réalisé que par une femme aussi, ça pourrait être pas mal. Mm. Donc, on va voter. Qui décide de sauver Lolita ? Eh bien, moi, je le sauve. Tu sauves vraiment ? Je sauve le film. Je vois toutes les critiques et je suis d'accord, mais en fait, sans connaissance du bouquin, qui là, encore une fois, ça m'a l'air d'être une adaptation absolument terrible. Ok. Ben, je trouve que, de ce que j'ai compris du film, il le raconte assez bien. Des représentations filmiques de ce genre de troubles, il y en a peu que je trouve réussies. Et là, je trouve que c'était pas trop mal fait. Moi, ce qui me gêne beaucoup, encore une fois, c'est le côté malhonnête dans le côté racoleur, à savoir, si c'était uniquement montrer le point de vue de Humber pour le dénoncer, je dis pas, mais c'est aussi très sexualisé pour exciter le spectateur. Et là, je suis désolé, c'est pas uniquement pour servir à la narration, c'est vraiment pour exciter. Non, ça c'est un problème. Surtout que les scènes sont très 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 Par contre, justement, sur le pourquoi il y a eu autant de bonnes critiques, en tout cas de critiques assez passables, mais les gens, vous pensez qu'ils lisent les livres avant d'aller voir les adaptations? Non, mais là, pour le coup, c'est vraiment ça. Et effectivement, entre les vieux pervers qui se branlent sur une gamine de 17 ans et les gens qui lisent pas les bouquins, bah en fait, c'est normal. Non, j'ai pas eu le bouquin non plus, mais enfin. Toi, t'es dérangé par le contenu plus que par le. Non, pas exactement. Parce que, encore une fois, ce type de contenu, pour dénoncer, je le comprends. Ouais, enfin, je veux dire, des films sur la Deuxième Guerre mondiale qui dénoncent la Shoah, t'en as des super. Ouais. Mais simplement, ils sont bien faits. Là, un film qui dénonce. Non, parce que la Shoah, ça vous concerne pas directement, donc vous avez moins. Là, et je pense en tant qu'homme, et c'est génial justement en fait que vous pensiez comme ça. Moi, je trouve ça top. Mais en fait, en tant qu'homme, tu te sens tellement responsable de ce genre de problématique, t'as tellement pas envie d'en faire partie que si tu dis que tu peux apprécier un film comme ça. Tu penses que t'es d'accord avec le contenu du film, mais pas du tout. Moi, ce que je disais sur le consentement tout à l'heure, si vous le voyez à un moment, ou même des gens qui écoutent s'ils l'ont vu, évidemment que je ne suis pas d'accord avec, je me souviens plus de l'auteur pédo là, mais dans l'idée, je suis évidemment pas d'accord. Matzneff, merci. Je suis absolument pas d'accord avec ça. C'est l'adaptation d'un bouquin de Matzneff ? Non, justement, c'est son histoire en fait. C'est l'histoire de la gamine qui s'est je connais vraiment rien ni au film ni au bouquin. Mais pour le coup, le film est absolument déroutant, mais l'interprétation est super bien faite, les plans ils sont incroyables, enfin tout marche dans ce film pour dénoncer, et j'aime sortir des films en étant mal à l'aise de ça, parce que justement ça veut dire qu'ils ont bien fait passer leur message de non. Mais et je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est justement là où ça me bloque, c'est que pour moi le message que fait passer ce film, bah c'est pas ça. Il est faussement dénonciateur. Moi, c'est il ça. est vraiment faussement. C'est très possible. Et de fait, si je suis la seule personne autour de la table qui l'ait vu comme ça, c'est très possible que je me méprenne. C'est ça. Moi, j'ai vraiment vu le. Regardez, je fais un film pour dénoncer la pédophilie, mais pour le faire, je vous montre quand même vachement de scènes, vachement lubriques. Et puis, en fait, il n'y a pas tant de scènes où je la dénonce au final. Ouais. Non, mais après, les scènes de cul, je les ai pas trouvées. Enfin, elles sont horribles, faut pas. Voilà, mais
pas si perturbante, genre franchement. Regarde. Chacun sa sensibilité peut-être. Hein, mais Non, et pourtant d'habitude sur les scènes de viol notamment, ça me crispe pas mal et pour le coup on se demandait tout à l'heure, désolé je fais des digressions alors qu'on en a à la fin, mais sa réaction justement elle lui renvoie les baisers, la dernière scène qui pour moi est une scène de viol pur et dur, Oui. en fait elle a une réaction malheureusement parfaitement normale, c'est-à-dire que quand tu es face à ce genre de situation, tu as plusieurs options, soit tu contre-attaques, donc dans ces cas-là tu gifles, tu essaies de te dégager, etc., soit tu frises totalement, tu ne réagis pas, soit pour que dans ta tête tu évites de t'auto-considérer comme une victime de viol, ce qu'elle est depuis des années, Ouais. et ben tu vas dans le sens du truc parce que mentalement c'est plus simple. Ouais, mais il y a rien dans le film qui te fait comprendre vaguement que ça puisse être le cas. C'est clair, c'est pas du tout clair là, c'est juste faut Ouais. Bah, connaître, en fait, c'est ça, vu qu'elle a passé tout le film à déclencher. Enfin, j'ai l'impression que la première moitié du film, comment il s'appelle, Humber, est décrit comme. Bah lui il a rien fait, c'est juste que bah il dit pas non quoi. Oui, il fait juste en sorte de rester en contact avec elle, mais sinon c'est elle qui fait quasiment tout. Ouais, c'est après ça. sur la narration il explique quand même qu'il a une obsession, Il a une obsession. il a mais une vraie obsession il malsaine fait juste avec en lui. sorte de rester au bon endroit au bon moment, mais sinon c'est elle qui a tout fait. Ah oui, non, mais votre c'est- honneur, moi je suis ouais, responsable. Ouais, mais c'est là où aussi au niveau adaptation, c'est un peu malhonnête Ouais, parce que Complètement. c'est quand même un film qui dure 2h15, 2h15. Et si tu veux, autant il y a des passages qui sont considérablement amplifiés, voire modifiés du bouquin d'origine, notamment les scènes de sexe, autant il y en a d'autres, quand il parle de son obsession pour les nymphètes, sérieusement, ça dure 2 répliques. Ça dure 2 répliques. Et là... Ouais, il y a un problème d'honnêteté par rapport à ça. Et puis même, enfin, je trouve que au niveau de la réal, moi, j'ai trouvé que c'est pas un bon film. Non, mais ça, Enfin, ça peut se comprendre dans les goûts les c'est couleurs. que c'est pas donc. Oh, le jeu d'acteur, il est bien. Pour le coup, les acteurs, Ah oui, je les les acteurs trouvais sont vachement cool. bien. Non, pour moi, j'en veux au scénariste. Au Oui, réalisateur, bien sûr. On va quand même terminer le tour de table. Grégoire, est-ce que tu sauves le film? Alors vraiment pas. Hein. Laure, est-ce que tu sauves le film? Bah, j'aimerais bien, mais je crois pas. Hein. Ah ouais, bah moi, clairement pas. Donc ça veut dire que Lolita, il méritait grave de se faire démolir. On lui fait un petit coucou et même un doigt d'honneur, et on va le terminer à coup de pelle. Sur ce podcast, il se termine avec 2 recommandations. La première recommandation, Laure, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un film où il y a l'histoire d'un petit couple tout mignon et ils ont une voiture qui tombe en panne dans la forêt. Waouh, ça a l'air trop bien. Où est-ce qu'on peut le voir? Et bah, ça se joue au Studio Galande, 42 rue Galande, à Paris, dans le 5e arrondissement. Et ça s'appelle comment? Et je crois que ça s'appelle The Rocky Horror Picture Show. Avec les gants de boxe là? Exactement. Alors, The Rocker Picture Show, c'est notre troupe. On fait l'animation tous les samedis soirs au Studio Galande à Paris. Il y a également une autre troupe qui fait l'animation le vendredi soir. N'hésitez pas à y aller. C'est notre première recommandation. Et notre deuxième recommandation, Manon? Eh bien, en fait, c'est un film, c'est genre... Je crois qu'il y a eu un autre film avant, c'était un peu le même truc sur une sorte... Vous voyez le gel Viveldop, là, qui casse Bien les immeubles? sûr. Oui. Et ben en fait, c'est vraiment une grosse promo de ça. Après, il y a un peu des motos. Apparemment, ça chante, mais je sais plus. Ok, alors c'est super, on va essayer de trouver de quoi tu parles et ce sera le sujet du prochain épisode. Sur ce, si le podcast vous a plu, un petit like sur la plateforme d'écoute, ça nous fait toujours plaisir. Et sinon, on termine en vous faisant plein de bisous. Des bisous! Bisous. Ciao, ciao. Pas trop après ce film.
bonus. Ouais. Alors déjà, on va commencer par débriefer. Laure, je t'adore. Laure, très bon choix sur le principe. Est-ce que vraiment t'étais obligé pour le 2e épisode de nous mettre un truc avec... C'est vrai que j'avais pas pensé au 2e épisode. Putain, c'est rude pour un 2e épisode, quoi. Oui, Ouais. j'avais pas Non, mais nous, pensé on à a bien ça. commencé en douce. Alors, je tiens à noter un truc, on en est à 1h46 Ouais, d'enregistrement sur un film de 2h20. mais c'est pas grave. Et Eragon, il faisait 1h40, on a fait plus de temps parce qu'on avait... Alors, on pour le dit bonus, des les quoi. gens, Mais là, c'est dur. c'est pas sûr. Alors, je précise, c'est le 2e épisode. Et la première fois, j'ai fait un quiz. Je suis pas sûr de faire un quiz pour chaque épisode. C'est seulement le 2e épisode. Le format n'est pas complètement consolidé. J'avais quand même réfléchi à faire un quiz. Alors là, le quiz de la dernière fois avec des jeux de mots, non. Deuxième idée que j'ai eue pour le bonus, c'était qu'on chante tous la chanson Lolita façon karaoké. Ça pourrait être drôle, mais on vient de dire que cette version-là de Lolita, c'est une version complètement dévoyée. Et Alors franchement... moi je suis chaud, mais vu que t'as dit que tu voulais pas faire de vanne au début, je pense. Ouais, non, Est-ce que je ça pense t'a pas que ce soit une bonne idée. J'ai eu une dernière idée de quiz, en fait, c'était de trouver tous les scénarios complètement pétés avec des histoires de pédophilie qui sont présentés comme étant normales. Donc j'ai commencé à faire des recherches, et en fait, c'est juste tellement déprimant que c'était pas cool pour moi, et je pense que même faire un quiz là-dessus, ça va être horrible. Ben, c'est le cas d'énormément de teen séries, si tu veux tout savoir. Exactement. C'est vraiment un trope très, Bonne nuit très les utile. petits. Bonne nuit les petits, il y a des histoires... Ok, donc je veux pas savoir ce qui se passe. Nounours. Non, non. Nounours. Alors, en passant, juste parce que j'ai retrouvé ça dans ma mémoire, je veux juste quand même, en passant, envoyer une grosse crotte de nez à monsieur Bertrand Blier qui avait fait un film qui s'appelle Préparez vos mouchoirs. Putain. Pour vous donner une idée, Préparez vos mouchoirs, ça se termine avec l'héroïne, qui est une femme de 30 ans, qui tombe enceinte d'un gamin de 13 ans. Voilà. C'est non. Oui, Et donc je me suis dit que pour le bonus, la meilleure chose à faire après un sujet sur la pédophilie, c'est tout simplement de donner la parole à une victime, puisque que ce soit le bouquin ou le film, on a uniquement le point de vue de Humbert, qui est le mec qui commet le crime. Et il se trouve qu'on enregistre aujourd'hui le 17 décembre 2024, et pas plus tard que hier matin, il y a une interview super intéressante d'Adèle Haenel. Pour vous resituer très rapidement l'histoire, en 2002, Christophe Ruggia a réalisé un film avec Adèle Haenel, qui était extrêmement jeune, puisque pour le coup, à l'époque, elle avait tout juste 12 ans. À la suite du tournage de ce film, et dans ce film, il y avait déjà énormément de scènes sexualisées avec Adèle Haenel, qui avait 12 ans. Il y a eu plusieurs années durant lesquelles Adèle Haenel, entre ses 12 ans et ses 15 ans, allait systématiquement, chaque week-end, voir Christophe Ruggia pour regarder des films, et systématiquement, Christophe Ruggia a effectué sur elle des attouchements sexuels. Il y a un procès en ce moment, le procès vient tout juste de se terminer, on est en attente du jugement, et on va terminer tout simplement en écoutant le témoignage d'Adèle Haenel qui a été interviewée pas plus tard que hier matin, c'était par Sonia De Villers sur France Inter le 16 décembre 2024. Les faits se seraient produits à partir de ses 12 ans, après un tournage où la petite fille a interprété un rôle particulièrement sexualisé. Dès la semaine suivante, le cinéaste a reçu la très jeune actrice en tête-à-tête, chaque samedi après-midi chez lui, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 15 ans et qu'elle refuse d'y retourner. Moi, si vous voulez, je suis un peu je suis un peu en représentant de cet enfant, quoi, qui a disparu, que personne n'a protégé. Oui, effectivement, l'axe de défense de M. Ruggia, ça va être de sexualiser l'enfant, de le responsabiliser, de dire elle avait des yeux d'actrice pornographique, etc. Enfin voilà quoi, et de se plaindre tout le temps, et d'essayer d'attirer la pitié sur lui, et que ce serait lui la victime de cette histoire. Ce n'est pas le cas. On parle d'un adulte qui a qui a 36 ans, presque 40 ans à l'époque, au moment des faits, et qui s'organise pour avoir chez lui tout seul une enfant de 12 ans en fait, et l'agresser sexuellement tous les week-ends quoi. Et quoi, j'ai jamais eu l'occasion d'être cet enfant en fait. On l'a tout le temps adultisé cet enfant en fait. Il a toujours été responsable. Même moi j'ai capté au fur et à mesure, à partir de 2019, quand j'ai commencé à parler, moi je me suis dit je parle dans MeToo en tant que femme, et j'ai capté plus tard en fait, c'est au fur et à mesure que j'ai compris, mais en fait j'avais 12 ans. J'ai tellement oublié que j'ai jamais eu 12 ans quoi. On m'a toujours dit que j'étais un adulte dans un corps d'enfant, donc c'est tardivement que j'ai pris la mesure de ce que ça veut dire un enfant de 12 ans en fait. Tous les adultes à côté se sont défaussés en disant ah oui mais Adèle elle est extrêmement mature, et elle l'a dit très bien la procureure en disant en fait ça s'équilibre pas, un enfant de 12 ans mature et un adulte de 40 ans qui fait semblant d'être un gamin, ça s'équilibre pas en fait. En accusant Benoît Jacot et Jacques Doyon d'agression sexuelle et même de viol, Judith Godrèche, qui est actrice aussi, elle avait 14 ans quand elle a joué avec Benoît Jacot. Oui. Elle a mis en lumière un mythe
très tenace dans la culture contemporaine, c'est le mythe du Pygmalion. Mais oui, c'est un problème. Ils sont toujours là à faire comme s'ils nous avaient créés, mais ils nous détruisent. C'est ça qu'il faut entendre. Judith Godrèche, qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a volé son histoire, il lui a volé sa jeunesse. Qu'est-ce que j'ai à dire, en fait ? Ils te racontent l'histoire qu'ils veulent. Monsieur Roudia, lui, il était trop content tant qu'il pouvait se pavaner en disant oui, j'ai une histoire sulfureuse avec une actrice. Bon, c'est un peu jeune, mais c'est sulfureux. Mais quand moi je dis non, en fait, ça s'appelle des agressions sexuelles. Et là, il est dégoûté. Ils sont dégoûtés qu'on mette les termes, en fait. C'est comme Amazon, ils sont dégoûtés donc qu'on mette les termes. Ils s'en foutent de commettre les crimes. Ce qu'ils veulent pas, c'est que nous, on parle pour nous-mêmes et qu'on mette les termes dessus et qu'on dise c'est des agressions sexuelles. Merci Adèle Haenel.